Bonjour, bon vendredi à tous, madame, messieurs. Merci d'être des nôtres encore ce vendredi pour cette autre édition de la revue de grande une de la semaine. Qu'est-ce que la presse nous propose? Découvrons ensemble ce que la nouvelle expression propose ce matin. Le journal parle de Kompina, c'est une localité en tout cas. On va découvrir également comment 2 militaires ont été égorgés. C'est le titre du journal. Donc une jeune fille est venue demander le concours des 2 hommes en tenue en faction donc dans l'une des plantations de la CDC pour la protection même des plantations de l'EVA, prétextant qu'on a arraché son téléphone portable. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de l'extrême nord avec la ville de Mawa sous l'eau. Parmi les localités les plus touchées, l'on note d'ailleurs la dégradation immense des berges du Mayo Kallio, qui connaît bien entendu une situation critique en ce moment. C'est en page 2 du journal qui parle également des lions indomptables avec brosse à son successeur aujourd'hui. Donc le Suédois est à Yaoundé depuis hier. Il est en passe de s'engager comme entraîneur du Cameroun de l'équipe nationale de football. Aussi à découvrir dans le journal qui parle également des entreprises avec de légères améliorations. C'est ce qui ressort de l'évaluation du programme d'appui à l'amélioration justement de la compétitivité de l'économie au Cameroun. À lire aussi dans la presse ce matin, l'Œil du Sahel qui est disponible parle donc de la localité de Malmouri, Gouzoudou. 5 personnes ont été égorgées par Boko Haram, c'est en page 3 du journal. Le journal qui parle également de l'université de Mawa avec le professeur Idrissou Alioum qui apaise donc les étudiants de la faculté des mines de Kaélé. C'est à lire en page 2 de ce numéro aussi qui s'intéresse au baccalauréat 2018, le septentrion dernier du classement. C'est ce qu'on dit également dans le journal ce matin dans la presse. Alors le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques s'intéresse à l'accompagnement avec l'insuffisance des financements qui plombe la mise en niveau des entreprises. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le même journal s'intéresse à Kavaye Guédibril, virage d'un instituteur au perchoir de l'Assemblée nationale. C'est dans le journal également ce matin. Cameroun Tribune qui est disponible s'intéresse à l'affaissement de la chaussée à Douala. Le Premier ministre prescrit des actions urgentes. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune qui a bien d'autres informations aussi que je vous invite à lire ce matin. Le journal Mutation pour sa part s'intéresse à la petite au pouvoir, la petite du pouvoir justement. Paul Biya, l'anti-Ouattara, c'est le grand titre du journal. Le journal se fait savoir qu'il y a bien des choses à lire également ce matin, alors que la Constitution l'autorise bien entendu à être candidat au-delà de 2020. Le président de la Côte d'Ivoire annonce d'ailleurs son intention de passer le pouvoir à une nouvelle génération. Pour sa part, donc, en poste plus depuis 35 ans, le chef de l'État camerounais entend rester en fonction jusqu'en 2025. L'analyse d'un politologue à découvrir en page 9 du journal. Le même journal qui parlait de la présidentielle 2018 avec l'ambiance d'examen des candidatures, avec notamment tout cela en page 8 de ce matin. Le journal Mutation. Le journal est disponible dans les kiosques également. Le Messager qui s'intéresse à l'opération Épervier avec André Noël Sian, gardé à vue, c'est ce que dit le journal. C'est à l'issue de sa deuxième audience hier, la deuxième audition au tribunal criminel spécial. Le maire de la commune de Saint-Milima n'a pas regagné son domicile. Où est-il exactement? C'est à lire en page 4 de ce numéro. D'autres informations sont également à découvrir dans le numéro Le Messager de ce matin. Et puis le quotidien Le Jour s'intéresse au plan de sortie de crise du cardinal Christian Toumi. Paul Biya acceptera-t-il la main tendue? C'est une question. Le dossier à découvrir dans le journal ce matin. Le journal Le Quotidien Le Jour qui s'intéresse aussi à d'autres informations parlant de Fongo Tongo qui vit dans la peur et avec tout un reportage qui a été réalisé dans cette même localité à lire dans le journal Le Jour de ce matin. Et puis on va découvrir autre chose, le soir hebdomadaire ainsi que d'autres informations qui sont contenues dans la plupart des tabloïds aussi de ce jour. Et également un autre journal qui parle de ce livre, le livre de campagne électorale du président sortant. Il s'agit de Forum Libre ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Camille, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et principalement les fans de la revue des grandes unes. Mais je m'étonnerais toujours des spécificités camerounaises, des camerounaiseries. Comment pouvez-vous penser
Flavien Ballon que 10 mois avant la préparation, avant que le Cameroun abrite la CAN, l'équipe nationale du Cameroun, champion d'Afrique en titre, n'est même pas encore de sélectionneur national. Et là, on est en train de nous annoncer depuis hier l'arrivée d'un Suédois dont personne n'a jamais entendu parler et qui va sûrement aussi avoir droit à un salaire princier. Alors que nous avons ici au Cameroun des Camerounais de valeur, qui ont des diplômes d'entraîneurs et même surtout qui ont leur lettre de noblesse comme effectivement ces sélectionneurs des autres pays, comme par exemple vous avez vu le sélectionneur de l'équipe de France qui a gagné la coupe du monde en 98, comme dans d'autres pays où les entraîneurs nationaux sont des personnes qui ont été développées. Mais au Cameroun, on ne fait jamais confiance aux Camerounais et on est en train d'aller chercher un autre illustre inconnu de plus pour venir coacher une équipe qui d'ailleurs a perdu son âme depuis très longtemps. Très bien. Merci d'être là ce vendredi encore avec Georges Semé qui est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour M. Nogo, bonjour au doyen, bonjour à tous les téléspectateurs. Je partage avec le doyen cette inquiétude sur le retard qu'a pris l'Africa Foot de désigner un sélectionneur pour notre équipe nationale, mais également je partage l'inquiétude de la lenteur dans l'exécution des chantiers qui devraient abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais en ce qui concerne le sélectionneur, je pense que les journaux ont annoncé ce matin la venue de Sven-Göran Eriksson, qui est un Suédois, mais qui n'est pas méconnu, comme le dit le doyen. C'est quand même un gros nom en tant que joueur d'abord, mais également en tant que sélectionneur, parce que il a quand même coaché l'équipe de Suède à une certaine époque avec des résultats assez bien. Bon, on espère que ces résultats seront réédités au profit des Lions Indomptables du Cameroun si sa nomination est effectivement confirmée. Très bien, c'est dans la nouvelle expression de ce matin. Lions Indomptables brosse à son successeur, le Suédois Sven-Göran, qui est donc déjà au Cameroun, selon le numéro de ce matin, et avec toutes les explications qui vous permettront donc d'être informés sur le développement de cet entraîneur et qui devra certainement apporter quelque chose de positif aussi, comme bien d'autres également qui sont au Cameroun. C'est à lire en page 9 de la nouvelle expression. Le journal parle également de Compina, comment 2 militaires ont été égorgés avec une fille qui a joué les ruses pour mettre ces hommes en tenue dans une triste situation. L'escalade de l'horreur continue. Elle continue maintenant après Fongo Tongo, après Pernamboko. Aujourd'hui, c'est Compina, encore plus proche de Douala, où 2 militaires ont été égorgés. Et surtout, ce qui étonne, c'est la barbarie utilisée par ces personnes qui tuent et qui égorgent et emportent des têtes. Vous voyez, moi, je dis toujours que cette affaire que vous appelez crise anglophone, ce n'est pas seulement une crise sécessionniste, comme on dit. C'est-à-dire que on a vu l'apparition, on voit l'apparition de groupes armés qui veulent instaurer une terreur permanente partout. C'est-à-dire que pas seulement dans le sud, dans le nord-ouest. Vous voyez, c'est descendu jusqu'à l'ouest avec Fongo Tongo. Et maintenant, ça descend au littoral avec Pernamboko et aujourd'hui Compina. C'est-à-dire que ces gens arrivent, ils tuent et ils disparaissent. Ils veulent que les gens aient peur, ils veulent que les gens vivent la peur au ventre en permanence. Et je dis, c'est à juste titre qu'on peut les qualifier de terroristes. C'est du terrorisme. Un terrorisme qui nous rappelle, qui nous ramène aux années 60, où il y avait des gens qui se faisaient tuer à Mbanga, à Loum, à Penja, à Nkonsamba, au nom d'un combat d'ailleurs qui est resté fumeux. Mais ces gens étaient tués systématiquement comme ça, de manière froide. Donc on est en train d'aller dans une sorte de généralisation d'un terrorisme sanguinaire et diabolique. Vous voyez, pendant que 2 militaires sont tués à Compina, il y a du côté de l'extrême nord, c'est 5 villageois qui sont égorgés. Et toujours, on parle de tuer et d'égorger, tuer et égorger. Ce n'est plus normal, il y a quelque chose. En fait, il y a une sorte de spirale de la terreur qu'on veut maintenir sur tout le Cameroun. Et ça fait peur. Très bien, ça fait peur véritablement. Et puisqu'on parle de tuerie et d'égorgement, enfin, des personnes qui ont été égorgées, il y a que l'œil du Sahel qui revient et parle de 5 personnes qui ont été égorgées par Boko Haram. Il y a en même temps la nouvelle expression qui s'inspire ici de la scène de Compina pour dire que la terreur continue. La terreur, comme quelqu'un. Effectivement, la terreur se poursuit avec une de nos confrères. Je crois que beaucoup de sang a coulé. Et de quelle manière? Pour le cas de Compina, je crois que je fais 2 constats. D'abord, le mode opératoire qui a été utilisé par les assaillants, en passant par une fille qui a simulé une agression où elle aurait perdu son portable, et le manque de légèreté de nos forces armées qui ont cru porter secours à cette jeune fille, mais malheureusement qui ont été traînés dans un traquenard qui leur a coûté la vie. Donc, le mode opératoire ici n'est plus le même qu'utilisent les sécessionnistes
depuis que cette guerre a commencé. Maintenant, sur la localisation même de l'événement, comme le disait le doyen, on a exporté la guerre des régions anglophones au littoral. Il y a eu les attaques du littoral d'abord à Pénamboko et maintenant c'est le cas de Kombina dans le département du Mungo. Il y a eu précédemment d'autres attaques à Fongo-Tongo et à Forêt que je crois dans le département de l'Ouest, ce qui confirme effectivement que les intentions de ces sécessionnistes ne sont plus des intentions de sécession seulement, mais il y a également, je crois, une déstabilisation généralisée comme l'a dit le doyen. Donc on est en droit de s'interroger sur leurs véritables revendications réelles. Est-ce encore une sécession ou alors on veut tout simplement renverser le régime Biya? Et j'ai le droit de m'interroger parce que lors de leur dernière revendication, il y a eu un point qui a été un point curieux, c'est-à-dire la requête portant retour de la dépouille d'Aïdjo. On s'interroge comment des sécessionnistes arrivent à demander que on ramène la dépouille du président Aïdjo alors qu'on connaît leurs principales revendications. Donc ça dit que leurs revendications sont aujourd'hui nationales et tendent vers ce que on fasse tomber le régime de M. Biya. Donc il faut s'en inquiéter et je pense que nos forces de l'ordre devraient être de plus en plus vigilantes afin de ne plus tomber dans ce type de... Et le paradoxe, c'est bien dans cette dernière revendication qui n'a pas de sens si on veut parler de personnes qui veulent leur propre pays. Pourquoi eux, en Ambazonie, veulent-ils imposer le Cameroun qu'ils quittent à ramener le corps d'Aïdjo? On voit que c'est un peu décousu, c'est débridé et on voit effectivement que ce n'est pas seulement la recherche de notre pays, mais tout simplement la terreur. Et la terreur, on veut transformer le Cameroun en Centrafrique, on veut transformer le Cameroun en Libye, où des bandes armées vont frapper à gauche et à droite, prendre le territoire et instaurer une terreur permanente. Alors, quel est le traitement que la presse réserve justement à ces différents sujets? Je vous invite à lire l'Œil du Sahel ce matin, qui parle notamment de 5 personnes qui ont été égorgées par Boko Haram. C'est dans le Septentrion, et bien également la Nouvelle Expression qui parle de Campina, comment 2 militaires ont été égorgés également. C'est dans ce numéro. Alors, le journal s'intéresse à autre chose. Il y a Cameroun Tribune qui est disponible également dans les kiosques ce matin, qui parle d'affaissement de la chaussée à Douala, avec la prescription des actions urgentes donc du Premier ministre. On comprend qu'il a atteint un niveau, en tout cas, où doit frapper du poing sur la table, alors que le ministre Nganou Messi était en conseil. Il lui a demandé d'aller sur le terrain, vivre également les réalités et pouvoir trouver la solution au plus vite. Ce même point frappé sur la table a déjà été le cas en 2017 lorsque ce pont s'était affaissé et on avait prescrit en son temps les mesures urgentes pour qu'il soit réhabilité. Alors l'entreprise, une certaine entreprise que je ne vais pas citer ici, a très rapidement fait les travaux, mais on s'aperçoit en 2018 que c'était du provisoirement définitif. Il y a eu des pluies qui sont passées par là et le même pont s'est encore affaissé. Je crois que les populations qui vivent du côté de la pénétrante Est, puisqu'il s'agit de la pénétrante Est, ont vécu pendant 2 jours un véritable calvaire et c'est ce qui a effectivement suscité la sortie du Premier ministre qui a dépêché sur les lieux le ministre des Travaux publics Nganou Messi, qui est, je crois, le principal responsable de ce qui arrive du côté de la pénétrante Est, parce qu'on ne saurait comprendre qu'en l'espace d'1 an, un pont qui a été réhabilité en 2017 retombe dans la même catastrophe en 2018. Donc, je crois que ce travail n'a pas été bien fait. C'est vrai qu'il y a une société qui est chargée d'exécuter les travaux, mais est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce que les instructions qui ont été données en 2017 ont réellement été suivies? Je ne pense pas, sinon on n'aurait pas eu droit à cette catastrophe. Donc, ça a venu hier ici, et puis ce communiqué d'abord qui disait qu'il donne 72 heures à l'entreprise d'effectuer, de réhabiliter ou alors de rétablir la circulation, est pour moi encore une fois de plus hasardeuse, parce que s'il faut faire un travail sérieux, ce n'est pas à 72 heures qu'on le fera. On risque encore de retomber en 2019 dans ce qui est arrivé en 2018 et en 2017. Donc je pense qu'il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. Il faut faire un travail sérieux et durable afin que à la saison de pluie 2019, que ce pont ne s'effondre plus. Alors, Camille, il vous arrive d'emprunter la route Douala-Yaoundé. Vous avez vu les travaux qui sont également effectués au niveau des bus et autres qui sont remplacés, mais ça va, tous ces travaux vont au rythme de la tortue, alors que la saison pluvieuse est déjà en plein depuis quelques temps seulement. Flavien Valondongo, la tortue va plus vite que la limace. C'est au rythme de la limace. Vous savez, depuis les événements des ECA, qui ont été d'ailleurs
causé. La cause principale de ce qui est arrivé à Zeka, c'était effectivement l'effondrement de la route à cause d'un problème de bus. Et à ce moment-là, à la suite de ces graves catastrophes, on a entendu le ministre des Travaux publics dire que non, les travaux vont être faits pour pallier ces bus et les remplacer par des ponceaux. Et jusqu'aujourd'hui, on pensait que ça allait être fait rapidement pendant la saison sèche et que on n'aurait plus jamais à vivre ce genre de problème. Et ce qui est arrivé hier, avant-hier et hier, et ce qui pousse le Premier ministre à prendre des mesures, on réalise que notre pays n'a qu'une gouvernance d'urgence. Tout est fait en urgence. C'est incroyable. On parle de plan d'urgence, c'est plan d'urgence de cela. Plan d'urgence, mais ces ministres-là, ils ne réfléchissent pas. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prendre la mesure des situations et de les gérer pour ne pas être obligé justement de réagir en urgence et en catastrophe. Non, alors, et vous direz qu'ils attendent les instructions du chef de l'État. Bien entendu. Alors, quand on entend les instructions du chef de l'État qui lui-même ne tient pas de conseil des ministres, le chef de l'État qui s'il ne donne des instructions d'urgence que quand il est informé, on vit dans quel pays? On vit dans un pays où les choses sont en pilotage automatique et on attend uniquement des situations d'urgence pour pouvoir les gérer en urgence. Mais je dis que, et tout le monde le sait, ce n'est pas une façon de gouverner. Ce n'est pas comme ça qu'un pays dont on dit qu'il va atteindre l'émergence doit fonctionner. Maintenant, le jour où, regardez avec ces inondations et avec les poteaux en bois qui transportent les lignes électriques, vous le savez très bien, ce problème-là est un problème qui est ahurissant. Un pays comme le Cameroun a son électricité transportée par des poteaux en bois, qui sortent de la plantation de l'un des plus grands ponts du régime. Alors, le jour où l'un de ces poteaux, parce qu'il tombe régulièrement, va tomber dans l'eau, avec des gens qui marchent dans l'eau, qu'est-ce qui va arriver? Imaginez. Et là encore, on va commencer à dire que mesure d'urgence pour faire quoi? Pour remplacer les poteaux en bois? Non, c'est incroyable. Même si on peut chercher à se taire par l'essence, mais on est obligé de revendiquer, de pointer du doigt certaines choses qui sont trop graves. Urgence. Voilà le Premier ministre qui donne 48 heures au ministre des Travaux de descendre. Lui-même ne pouvait pas descendre sans qu'on le lui demande. Voilà, en tout cas, c'est l'institution, la prescription des actions urgentes, en tout cas du Premier ministre aujourd'hui. Donc, il faut voir tout cela. Et sur le terrain, les travaux ont été accélérés parce que le ministre est justement descendu. On a vu que les choses ont quelque peu avancé. C'est à lire donc dans le journal le Cameroun Tribune. Et puis, Mutation de ce matin parle de toute autre chose. Appétit du pouvoir, Paul Biya, l'anti-Ouattara. C'est pas exagéré? Non, une magnifique. Parce que on se serait attendu que on fasse une comparaison entre Paul Biya et quelqu'un d'autre. Mais là, on a choisi le président de la Côte d'Ivoire qui a déjà passé 2 mandats à la tête de ce pays et qui s'engage à quitter ses fonctions en 2020, conformément à un accord qu'il a signé avec le PDC, RDA et les Forces Nouvelles, ce qui n'est pas le cas pour M. Biya, qui a, comme vous le savez, déjà passé plus d'une trentaine d'années au pouvoir et qui a usé d'un artifice politique pour réviser la Constitution afin de faire sauter le verrou qui lui permettrait de limiter ses mandats. Donc, c'est une magnifique qui prouve qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun et le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Si en Côte d'Ivoire, on est au pouvoir et on passe à l'alternance, ce n'est pas le cas au Cameroun. Et pour moi, c'est un travail magnifique qui a été effectué par nos confrères de Mutation. Alors, en poste depuis 35 ans, le chef de l'État camerounais entend rester en fonction jusqu'en 2025. C'est ce que dit le journal. Alors que Ouattara, lui, il pense qu'il faut déjà laisser le spectacle avant que les spectateurs ne quittent la salle. Non, mais qui vous a dit qu'en 2025, il n'aura pas envie de continuer à présider, puisque la Constitution le lui permet. Donc ne prêtez pas des intentions, ne venez pas dire ici que M. Paul Biya sera là jusqu'en 2025. En 2025, même en 2025, la Constitution lui permet de briguer notre mandat, puisqu'il n'y a pas de limitation de mandat. Bon, comparé Paul Biya, vous savez, c'est chacun qui peut le faire. Chacun va le faire à partir sur la base des éléments objectifs qui sont là. Regardez M. Ouattara qui est arrivé. Vous avez vu le pont sur la rivière, le fleuve est brillé. Vous avez vu comment le plateau est devenu. Vous avez vu maintenant, il a fait venir Macron. Le président Macron est arrivé à Abidjan pour présenter le projet du métro. Qui va traverser tout Abidjan, qui va produire 2000 emplois et qui va régler
pratiquement tous les problèmes de mobilité urbaine. Bon, c'est chaque pays qui a ses réalités. Bon, le président Paul Biya ne va peut-être pas assez vite, des choses vont peut-être pas assez vite, mais vous vous souvenez qu'il avait répondu à François Hollande que ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Lui peut rester au pouvoir. Donc n'allez pas chercher pas à le comparer à Ouattara. Très bien. Alors, donc, parlant de tout cela, c'est dans Mutation de ce matin qui parle de Paul Biya l'anti-Ouattara. C'est l'un des titres, en tout cas, à lire à tout prix. Ce matin aussi. Autre chose à découvrir dans la presse. On parle donc des lions. On a évoqué le cas des lions notables également. Donc, on s'intéresse à ce sujet. Et également, Paul Biya acceptera-t-il la main tendue, parlant notamment du plan de sortie des crises du cardinal Toumi. C'est dans le quotidien de jour. Écoutez, cette idée de All Anglophone Conference est une idée magnifique, mais il faut quand même éclairer l'opinion là-dessus. Il s'agit d'une All Anglophone Conference qui ne concerne pas encore la nation tout entière. Donc, on rassemble certaines élites du côté anglophone et pourquoi pas les chefs et les acteurs majeurs qui sont dans le cadre de la crise anglophone pour proposer quelque chose à l'État du Cameroun, c'est-à-dire au gouvernement. Donc, il ne s'agit pas encore d'un dialogue national tel qu'il est évoqué par certaines personnes. Donc, c'est une idée magnifique. Et la personne qui émet cette idée, c'est quand même le cardinal Christian Toumi, le premier cardinal du Cameroun, qui jouit quand même d'une certaine probité intellectuelle et qui est au-dessus des joutes politiques qu'on connaît dans notre pays, même si une presse de mauvaise foi l'a quelquefois taxé d'un opposant au régime de Biya, mais je pense quand même qu'il est encore au-dessus de la mêlée en ce qui concerne les idéologies politiques et c'est la personne la mieux indiquée, selon moi, pour établir ce type de conciliation, de tentative de conciliation entre les sécessionnistes et le gouvernement camerounais. Mais est-ce que, comme se demande qu'on fait le jour, est-ce que le président de la République acceptera cette main tendue, cette énième main tendue, parce qu'il y a eu d'autres mains tendues qui n'a pas saisi au vol, est-ce qu'il acceptera celle-là? On attend de voir, on ne peut pas lire dans les boules de cristal, mais je crois que fondamentalement c'est une très bonne idée. Ça permettra de savoir spécifiquement quels sont les besoins des anglophones et ces besoins donc, qu'ils soient politiques, matériels, financiers ou autre chose, seront cette fois-ci transmis au gouvernement afin qu'ils soient sérieusement étudiés en prélude, pourquoi pas à un dialogue national cette fois-ci qui va inclure tout le monde. Est-ce que c'est à partir de en tout cas, c'est des différentes concertations qui sont déjà en cours, qui, je voudrais dire, au terme de ces concertations, on trouvera des acteurs qui feront face donc aux membres du gouvernement, puisqu'on parle du dialogue. Pour dialoguer avec qui, carrément? C'est vraiment la question. Maintenant, sûrement que les acteurs sont recherchés. Vous savez, quand, en réponse à la crise anglophone, le président de la République avait nommé la commission Moussongue, beaucoup de personnes étaient dubitatives et se disaient que, bon, à quoi servait cette commission? On a vu par la suite qu'elle, en réalité, s'est traduite par des petits conciliabules menés par Moussongue et ensuite qui ont été compulsés dans des rapports envoyés pour dire sans plus. Moi, cette fois-ci, ce que... Mutation appelle, non, le jour appelle la main tendue. Moi, je pense que c'est un début d'initiative pour voir un peu plus clair et amener les gens à pouvoir dialoguer, à pouvoir parler. Parce que dialoguer, quelles sont les personnes qu'on peut appeler à ce dialogue? Mais c'est toute la communauté camerounaise. C'est pas seulement la communauté anglophone. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, le problème de la sécession, le problème de l'insécurité, le problème des meurtres, le problème des catastrophes, le problème de la gouvernance timorée, toutes ces choses-là doivent être discutées pour que on se dise que voici les véritables problèmes qui se posent au Cameroun et voici ce qu'on peut faire. Le cardinal Christian Toumi a réuni d'abord un certain nombre de personnalités de la zone anglophone pour dire, écoutez, discutons d'abord entre nous, voyons ce que nous pouvons proposer pour que maintenant le chef de l'État appelle un dialogue national. C'est un début de solution et moi je pense que c'est une initiative louable, très très louable. Parce que si le président de la République n'a pas encore convoqué un débat national ou un large une large rencontre nationale, eux, les anglophones, peuvent, et ils ont le droit, et voilà, ils sont en train de le faire, se réunir d'abord entre eux, circonscrire les problèmes, essayer de comprendre le problème de la sécession, et maintenant dire, voici ce qui se passe, voici ce que nous vous proposons. Et la grande concertation nationale, là, à ce moment-là, la base sera dans le camp du chef de l'État, mais seulement le camp du chef de l'État, la marge est très réduite entre maintenant et octobre, vous savez, on ne sait pas comment ça va se passer. Très bien. Alors, on va lire tout ça dans le journal Le Quotidien de jour.
bientôt. Plan de sortie de crise du cardinal Toumi. Paul Biya acceptera-t-il la main tendue? Et puisque nous sommes en période électorale, on peut donc lire tout cela. On va parler également de ce livre de campagne électorale du président sortant, comme vous allez le constater dans le journal Forum, qui aujourd'hui s'intéresse à ce livre de campagne qui est d'ailleurs important pour le président sortant. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est dans ce livre-là que se trouve le bilan de Paul Biya. Je ne pense pas que ce soit un livre de campagne. Ce livre, d'abord, a été écrit par un journaliste qui a eu le temps de compulser toutes les réalisations de Paul Biya de 82 à aujourd'hui, et maintenant qui tente d'expliquer la démarche politique, la gestion de Paul Biya, la passion, ou plutôt l'amour que le président Biya porte pour le Cameroun. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ce livre a été préfacé et même financé par l'honorable Godok Kwang, parfait Godok Kwang, qui avait été, vous vous souvenez très bien, président de section de RDPC dans l'Union Nyangekele, député à l'Assemblée nationale, qui est chef de village aujourd'hui, mais qui s'investit énormément aujourd'hui, non seulement pour le RDPC, mais même pour les œuvres humanitaires. Alors, ce livre-là, dans ce livre, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que cette conférence, la cérémonie de la dédicace hier à Yaoundé de ce livre avait réuni pratiquement tout le quota de la presse, pour que les gens comprennent la motivation de ce livre, qui n'est pas un livre hagiographique, mais c'est beaucoup plus, moi je pense, un livre où cet auteur estime que... Alors, non, laissez-moi terminer. Que cet auteur estime que le président Paul Biya devra, qu'on laisse le président Paul Biya terminer son mandat, parce qu'il ne peut pas partir en état et laisser le Cameroun là où il est. Mais par contre, avec un autre mandat, il peut arranger beaucoup de choses. Voilà donc l'intérêt de ce livre. Oui, l'intérêt du livre, il n'y a que quelqu'un du RDPC pour le faire, et on sait dans quel sens il peut orienter effectivement l'ouvrage en question. Effectivement, vous avez touché là où c'est très intéressant, parce que l'honorable Godok Kwang, qui est une personne sympathique, ne peut pas avoir le recul nécessaire pour dresser un bilan objectif du président de la République. Mais je crois que les lecteurs qui vont s'approprier ce livre sauront faire la différence entre cette théorie qui est dans ce livre et la réalité sur le terrain. Je prendrais tout simplement quelques indicateurs. Le Cameroun était un pays qui avait une économie florissante à une certaine époque. Après, je crois qu'on est passé sous ajustement structurel. Après, on est devenu un pays pauvre, très endetté. Le FMI est revenu en 2016 et aujourd'hui, la situation sécuritaire du pays est complètement électrique. J'espère que ce livre que je n'ai pas encore parcouru va ressortir tous ces éléments afin de fixer le lecteur sur la réalité du bilan du président de la République. Bon, je crois qu'avec le temps, je vais peut-être m'approprier ce livre pour en savoir davantage si M. Godok Kwang a été objectif ou alors il a plutôt tiré la couverture. Alors, ce n'est pas Godok qui a écrit le livre. Godok, c'est pas lui. Godok a préfacé le livre. Il a préfacé. Et il a financé le livre. Il a financé le livre parce qu'il estime que les Camerounais devraient aussi avoir la possibilité d'avoir une nouvelle grille, une grille de lecture spéciale et de la gestion de Paul Biya et du mandat de Paul Biya. Godok, lui, il a préfacé en tant que militant de RDPC et aussi en tant qu'un homme de lettres qui aime bien accompagner tout ce qui peut concourir. Il a préfacé et financé. Je ne pense pas. Alors, donc, on peut comprendre. Je ne pense pas qu'il laissera passer. Alors, ceux qui vont aller dans les kiosques ce matin auront le temps et même la possibilité de lire le journal. Et on va sortir par quelque chose de gai, de triste en fait, j'allais dire. L'extrême nord avec la ville de Mawa sous les eaux, comme à Douala, comme dans d'autres grandes villes du Cameroun. Avec la saison pluvieuse, on trouve donc des inondations à tous les niveaux. Vous savez, le dérèglement climatique, vous savez, maintenant, le manque de prévoyance de nos gouvernements fait que pendant la saison sèche, on sait très bien jusqu'où peut aller la furie des eaux dans certaines zones bien précises. Mais ce qu'on a vu à Limbe, par exemple, il y a 3 jours, on n'avait jamais vu, avec l'eau qui coule de partout, avec des effondrements. Ce qu'on a vu aujourd'hui, vous avez vu, moi je pense que Equinox a fait un flash aujourd'hui sur ce qui se passe sur la route de Tico, où les voitures roulent dans une mare. Une véritable mare, toute une route nationale. C'est sûr, on a l'impression d'être dans une mare. Alors, vous voyez, les gens qui ont la responsabilité de la gestion de nos villes et de nos communes ne se demandent pas qu'est-ce qui va se passer à la prochaine saison de pluie. Vous avez vu ce qui se passe du côté de Yassa, la route est complètement coupée. Et on dit que c'est cette route-là même, c'est sur cette route que les gens vont passer pour aller au stade de Yassa. Un an, 10 mois avant la Coupe d'Afrique, cette route est encore impraticable. Et je vais vous dire une chose, je suis sûr qu'il y a des esprits malins qui ont déjà envoyé les photos et de Limbe, et de Douala, et de Tico aux inspecteurs de la CAF. Non, franchement, c'est pas gai du tout. Alors, nous sortons de l'émission. Oui, vous avez cité Douala, Yaoundé, Limbe,
Marois. Mais je crois qu'en En tout cas, le journal fait le point, la nouvelle expression, avec un accent sur Marois, qui a les pieds dans l'eau, carrément. Oui, oui, je crois qu'en 2011, quand même, le président de la République avait lancé sa campagne du côté de Marois, si je ne me trompe pas bien. Et à cette occasion, il avait fait de très belles promesses aux populations de Marois. Mais malheureusement, 7 ans après, on en est encore à être avec un Marois sous les pieds dans l'eau. Donc, ça veut dire que certaines promesses n'ont certainement pas été tenues, ou alors les instructions données par le président de la République n'ont pas été bien appliquées sur le terrain. Donc, je pense que c'est un drame de plus pour cette région qui est déjà frappée par Boko Haram, frappé également par la sécheresse et la famine, et maintenant c'est encore les eaux qui viennent... Vous oubliez le choléra. Le choléra, bien sûr. Ah oui, tout est parti de là aussi, hein, pour cette phase en tout cas, qui s'étend progressivement, même si on peut penser qu'on essaie de maîtriser la situation, peut-être du côté de Yaoundé, mais dans d'autres régions, la situation reste encore sous surveillance de toute façon. Sous surveillance, mais vous savez, moi, ce qui me désole aussi parfois, quelle est cette publicité que l'on fait sur le choléra 1 an, 10 mois avant la tenue de la Coupe d'Afrique? Vous voulez faire fuir les joueurs qui vont dire que moi, je ne veux pas jouer dans un pays où il y a le choléra, et on plaque ça dans les journaux. Et le ministre de la Santé est en train de pontifier en disant que non, nous contrôlons tout. Lui-même, c'est lui qui a été le premier à parler de mort de choléra. Mais quelle est cette mauvaise publicité qu'on fait sur le Cameroun, sur le choléra? On ne peut pas faire un délit d'information. Il faut le dire. Il faut le dire, mais je dis que moi, je pense que ce grand battage médiatique n'a pas été forcément fait parce qu'il fallait circonscrire la maladie. Moi, je pense qu'il fallait mettre les moyens à la disposition de la santé publique. C'était certainement pour rappeler les mesures d'urgence. C'est les mesures d'urgence qu'on appelle. Merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end et j'invite tous les lecteurs à faire un tour dans les kiosques ce matin pour être au parfum de l'actualité. Les journaux sont disponibles et également les rendez-vous du week-end sur Equinox Télévision. D'ailleurs, n'oubliez pas, dès ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, vous avez Equinox ce soir pour vous édifier sur l'actualité du jour et en même temps le journal et le week-end dimanche avec vous ainsi que droit de réponse. Des rendez-vous à ne pas manquer. Retrouvons-nous lundi, toujours avec le même plaisir. Bon week-end à tous.